Bonjour à tous. Je suis Anne Clément et suis directrice de la ZABRE et je vous souhaite la bienvenue au Café ZABRE, à la découverte de l'écologie et de l'évolution dans les eaux souterraines. C'est un Café ZABRE qui est organisé à l'occasion de la sortie de la seconde édition Elsevier de l'ouvrage dédié à la biodiversité dans les eaux souterraines. Nous avons les 3 éditeurs ici présents. En quelques mots, un café Zabre, qu'est-ce que c'est? C'est une courte séquence en visio pour découvrir un outil, un ouvrage, partager les résultats d'un projet de recherche développé par la communauté scientifique et échanger sur le rapport pour la gestion des cours d'eau et de leur territoire. Les cafés Zabre, ils sont ouverts à tous, aux scientifiques, aux gestionnaires du bassin, du Rhône et d'ailleurs, au bureau d'études, aux partenaires du réseau de la ZABRE. Ce café ZABRE, il est organisé par la ZABRE et le GREI. Pour faire très rapide, la ZABRE, c'est un réseau de chercheurs pluridisciplinaires qui travaillent sur le bassin versant du Rhône. Le GREI, c'est une association dont la vocation est d'accompagner le transfert des résultats produits par les scientifiques aux acteurs de l'eau. Ce café ZABRE a le soutien de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, d'EDF, de la CNR. Il s'inscrit dans la semaine de l'eau en résonance avec la Journée mondiale de l'eau du 22 mars. Donc, il est en partenariat avec H2O Lyon, l'école universitaire de recherche de l'eau à Lyon. Nous avons un programme en 3 temps. Une présentation tout d'abord par les éditeurs de l'ouvrage et encore mieux l'occasion d'une conférence pour découvrir les richesses et fragilités des eaux souterraines et le rôle des organismes qui les habitent. Donc, Florian Mallard, chargé de recherche au CNRS à Lyon, au LENA, Sylvie Retto, directrice de recherche à l'Institut Neurosciences de l'Université de Paris-Saclay, et Christian Gribler, professeur à l'Université de Vienne en Autriche. Ces présentations seront suivies de témoignages de Pierre Marchais, qui est chargé de mission à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, et Xavier Chevillot, directeur de la structure CEPANSO. Nous aurons ensuite un temps d'échange. Voilà. Qui participe à ce séminaire? Nous avons eu 256 inscrits exactement. Webinaire international, donc des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, 13%, 87% de Français, donc avec une répartition équilibrée comme les événements ZABRE et GREI entre centres de recherche, établissements publics, collectivités, bureaux d'études et entreprises et administrations. Et je donne la parole à Florian Mallard, donc chargé de recherche à Lyon au CNRS, au laboratoire des écosystèmes, des hydrosystèmes fluviaux, qui va démarrer cette présentation. Eh bien, écoutez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Oui. C'est donc parti. Alors, première question, pourquoi un livre sur l'écologie et l'évolution dans les eaux souterraines? Je pense que ce projet a probablement démarré dans un bar et finalement, nous sommes heureux de le terminer ou de le présenter à l'occasion de ce Café ZABRE. Depuis la première édition du livre en 1994, c'est ici la seconde édition, donc en 2023, ces éditions, elles sont vraiment l'occasion de mettre l'accent sur la dimension éco-évolutive des eaux souterraines. Et à nos yeux, c'est important car nous pensons que les écosystèmes aquatiques souterrains ne reçoivent peut-être pas l'attention qu'ils méritent, du moins en termes de gestion et de conservation. Alors, le résultat de ce projet, le voici, c'est un ouvrage collectif réalisé par 78 contributeurs que nous tenons ici à remercier vivement, qui proviennent de 56 laboratoires dans 17 pays. Le livre contient donc 24 chapitres qui sont organisés en 3 parties. Les 3 premières parties que je présenterai présentent finalement les caractéristiques
Caractéristiques générales de ces écosystèmes, les processus qui contrôlent la distribution des organismes et le rôle des organismes. Les deux parties suivantes seront présentées par Sylvie Reto. Ils concernent les processus évolutifs qui façonnent les traits phénotypiques des organismes souterrains, tant au niveau des populations que des espèces. La dernière partie sera présentée par Christian Gribler. Elle est entièrement consacrée aux effets de l'homme sur ces écosystèmes et à la législation, la conservation et la gestion qui sont mises en place pour atténuer ces effets. L'idée de cette présentation, c'est finalement de mettre en avant les principaux messages du livre. Et voici le premier message, c'est « Nous marchons finalement sur une éponge gorgée d'eau ». 80%, plus de 60% des eaux continentales sont en fait des eaux souterraines. Les eaux souterraines dites modernes, c'est-à-dire celles qui ont un âge inférieur à 50 ans, représentent en fait que seulement 2,2% des eaux douces souterraines stockées sous terre. Pourtant, si je prends ces 2,2% et que je les étale uniformément à la surface des continents, je crée une nappe d'eau d'une épaisseur moyenne de 3 mètres. Alors, il y a probablement différentes façons de lire cette carte. Une des façons, c'est de se dire finalement, c'est bien que toute cette eau soit souterraine parce que si elle était en surface, il faudrait probablement qu'ici, toutes et tous, on soit équipés de branchies. La deuxième façon de lire cette carte, c'est finalement de se dire, mais cette énorme masse d'eau souterraine, elle doit réguler, interagir fortement avec les différentes composantes de la planète. Je parle ici de la biosphère, de la lithosphère, de l'atmosphère et également de l'hydrosphère. Et c'est effectivement le cas. À titre d'exemple, la première conséquence de pomper plus que de raison dans une nappe phréatique, ce n'est pas tant de baisser le niveau de cette nappe phréatique, c'est surtout d'augmenter la quantité d'eau de surface qui va rentrer dans cette nappe et de diminuer la quantité d'eau souterraine qui va en sortir. Et donc, la première conséquence, ça va être de diminuer le débit des rivières en surface. Alors, de fait, les eaux souterraines représentent l'habitat d'eau douce le plus répandu sur la Terre. Et j'aime assez bien cette phrase du livre qui dit « L'exploration de la diversité des formes vivantes dans les eaux souterraines est aux sciences de la biodiversité ce que l'astronomie d'observation est aux sciences de l'espace. » En d'autres termes, au fur et à mesure que la lumière nous parvient de ces écosystèmes, nous allons de découverte en découverte. Globalement, sur Terre, des estimations certes assez grossières prévoient qu'il y aurait environ 50 à 100 000 espèces souterraines. Et si c'est le cas, cela signifie que les écosystèmes souterrains contribuent fortement à la diversité, à la biodiversité dans les eaux douces de cette planète, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a environ 125 000 espèces dans les eaux douces de surface. En tout état de cause, on sait par exemple qu'en Europe, la diversité en espèces des crustacés dans les eaux souterraines est plus forte que la diversité de ces mêmes crustacés dans les eaux douces de surface. Alors, nous vivons donc sur une éponge gorgée d'eau et de vie. Cette vie, elle est organisée en réseaux trophiques. À la base, vous avez des organismes prokaryotes, c'est-à-dire des bactéries, des archées, qui vont utiliser les éléments minéraux et les éléments organiques qui proviennent de la surface pour générer de la biomasse. Cette biomasse, elle est elle-même consommée par d'autres micro-organismes, des protozoaires, mais également des virus. Et tous ces micro-organismes vont finalement soutenir des réseaux trophiques constitués d'invertébrés et de vertébrés. À titre d'information, 80% de la biomasse prokaryotique sur Terre est en fait souterraine. Alors, ces organismes, les organismes spécialisés des eaux souterraines, c'est-à-dire ceux qui réalisent obligatoirement la totalité ou une partie de leur cycle de vie dans les eaux souterraines, eh bien, ces organismes, ils présentent des caractéristiques phénotypiques assez frappantes et ces caractéristiques vous seront présentées par la suite par Sylvie Reto. J'utilise ici le terme de Galapagos souterraine pour vous décrire une caractéristique assez frappante de cette biodiversité. Chaque nappe phréatique, chaque aquifère peut être considérée comme une île. Elle est colonisée par des organismes de surface et dès leur colonisation, ces
populations vont suivre leur propre évolution, leur propre trajectoire évolutive, notamment parce que ces différentes nappes, ces différentes îles ne sont peu ou pas connectées hydrologiquement. Il y a donc là un certain parallèle avec les poissons de Darwin, d'où l'utilisation du terme de Galapagos. Alors, un exemple récent assez frappant est celui des nappes des calcrètes qui sont situées dans les déserts de l'Ouest australien, où en fait, chaque aquifère que vous voyez ici, hein, c'est une nappe qui se développe dans des calcaires à proximité du sol, eh bien, chaque trait ici en noir représente une de ces nappes. Il y en a des dizaines sur des centaines de kilomètres. Et en fait, chacune de ces nappes, elle va comporter son propre cortège d'espèces qui est représenté ici sur une phylogénie. Très concrètement, cet exemple, il est loin d'être exotique. Je l'ai utilisé parce qu'il a récemment mis en avant l'existence de centaines de coléoptères, de dithyques souterrains, des organismes qu'on ne connaissait pas avant, ou très peu. Mais de la même manière, en France, les aquifères du Jura, du Languedoc, des Pyrénées ou du Mercantour ont aussi leur propre cortège d'espèces, c'est-à-dire qu'ils ne partagent finalement presque aucune espèce entre eux. Comprendre la biodiversité des eaux souterraines, c'est s'intéresser à la fois au passé et au présent. En Europe, la taille de l'aire de répartition des espèces augmente avec la latitude, et il est très probable qu'en fait, les climats du Pléistocène, notamment les climats froids, ont extirpé les espèces qui avaient de petites aires de distribution car elles sont plus sensibles, et en même temps, ces climats ont sélectionné des espèces plus mobiles qui sont capables de recoloniser les régions déclassées après chaque glaciation. Par contre, si on s'intéresse à la richesse spécifique des régions, c'est-à-dire au nombre d'espèces présentes dans chaque région, elle est en fait maximale à des latitudes moyennes, c'est-à-dire précisément là où la productivité primaire en surface est importante. Cette productivité primaire, c'est en fait une source de matière organique qui va pénétrer dans les eaux souterraines et nourrir les organismes qui y vivent. Alors, les organismes dans ces milieux souterrains, ils ont un rôle. Ils ont en fait deux rôles, un rôle d'épurateur et un rôle d'architecte. Ce rôle d'épurateur, il est bien connu, notamment dans le domaine de la dépollution des nappes phréatiques, puisqu'en fait, les techniques utilisées consistent essentiellement à stimuler les bactéries pour qu'elles dégradent les polluants, notamment des hydrocarbures. Le rôle d'architecte de ces organismes, on parle également d'ingénieurs de l'écosystème, il provient du fait qu'ils passent leur temps à remanier les sédiments, et en remaniant les sédiments dans la nappe, eh bien, ils vont modifier les flux d'eau et de soluté dans cette nappe. Comme ce rôle d'architecte, il est peut-être un peu difficile à percevoir pour un certain nombre d'entre vous, je vais terminer cette présentation avec un film. Vous avez ici, sur cette colonne sédimentaire qui a été reproduite en laboratoire, un organisme qui est un amphipode, dont la taille est d'environ 8 mm, et vous allez voir avec quelle dextérité il est capable, par exemple ici, de déplacer les sédiments avec ses pattes antérieures, hein, ça lui permet donc d'agrandir les dimensions de la salle à manger. Et puis, comment, quelques instants plus tard, avec toujours avec ses appendices, mais cette fois-ci ses appendices arrière, il va être capable de nouveau de déplacer du sédiment. Alors, les chercheurs qui ont étudié l'influence de ce remaniement sédimentaire hein, dans une colonne de ce type, ils montrent en fait que le déplacement en permanence des sédiments dans cette colonne, ça permet en fait de maintenir la porosité efficace de l'aquifère. Attention, le sédiment va bouger, c'est-à-dire la porosité qui contribue à l'écoulement de l'eau dans la nappe. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vais laisser la parole à Sylvie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Florent. Donc, Sylvie Rétaux, donc directrice de recherche à l'Université Paris-Saclay, va continuer cette présentation. Oui, bonjour. Alors, la dernière diapo de Florian me donne avec le rôle des amphipodes, me donne une transition toute trouvée pour
Pour parler de la faune souterraine et des caractères phénotypiques qui la caractérisent. Donc, en fait, cette faune souterraine, qu'elle fasse référence à des vertébrés, comme j'ai montré sur le haut de la diapo, ou à des invertébrés, comme sur le bas de la diapo, elles ont en commun le caractère troglomorphique. Et le troglomorphisme, c'est le fait d'avoir perdu tout ou partie des yeux et de la pigmentation. Et dans le milieu souterrain et aussi dans le milieu aquifère souterrain, c'est une expérience extrêmement reproductible. Tous les animaux ont une convergence, ce qu'on appelle une convergence sur ce phénotype aveugle et dépigmenté. Et dans le livre, 4 chapitres sont consacrés à des animaux souterrains qui ont donné beaucoup d'informations sur les mécanismes de l'évolution dans ce milieu. C'est le protée, deux crustacés, l'azelle et le gamard, et puis un poisson, l'Astyanax mexicanus. Alors, comment ces animaux perdent-ils leurs yeux? Je vous ai montré ici un petit film, du développement embryonnaire d'un poisson cavernicole de l'espèce Astyanax mexicanus, qui a été sur laquelle une vidéo a été faite en in vivo, en live, sur le développement du système nerveux et de la tête de ce petit embryon de poisson. Vous avez ici ce qui va devenir le futur système nerveux, et ces 2 amas de cellules qui se colorient en vert sur les côtés, parce que c'est une lignée transgénique, correspond aux futures rétines et aux futurs yeux de cet embryon, de ce poisson cavernicole. Alors, c'est bien un animal qui est cavernicole et qui va finir par être complètement aveugle et anophthalme, c'est-à-dire sans yeux, mais le développement des yeux se produit initialement pendant le développement embryonnaire et produit des yeux petits et mal formés que je vous ai représentés ici à 1 jour de développement, ce qui ressemble énormément à une condition pathologique chez l'humain qui s'appelle le colobome, où il manque la partie ventrale de l'œil, ici, aussi bien chez l'embryon de poisson que chez l'humain. Et donc ça, c'est pour illustrer ici que ces animaux qui vivent dans le milieu souterrain sont des sortes de mutants naturels qui peuvent être souvent utilisés de manière avantageuse en tant que modèle biologique pour certaines pathologies chez l'homme, par exemple. Alors, pour comprendre comment ces animaux perdent leurs yeux, on peut en quelque sorte rembobiner le développement embryonnaire et le comparer, quand c'est possible, entre le développement des animaux cavernicoles et le développement des animaux de la même espèce ou du même genre, qui ont, eux, des yeux parce qu'ils vivent dans les rivières en surface, par exemple. C'est possible ici sur ce modèle d'Astyanax mexicanus et ça montre qu'il y a de très nombreuses variations sur le même thème dans le développement des 2 morphes de ce poisson, aussi bien pour la morphologie que pour les aspects moléculaires, que pour les aspects transcriptomiques en dessous. Et c'est une discipline de la biologie qu'on appelle l'évolution développementale et qui permet de comprendre comment l'évolution morphologique peut se faire en se basant sur des variations dans les processus pendant le développement embryonnaire. Et ça permet aussi d'illustrer le fait qu'il existe pour certaines de ces espèces souterraines des outils et des technologies assez puissants pour aborder ces mécanismes. Et là, en l'occurrence, ce poisson perd ses yeux par un mécanisme de dégénérescence qui est dû à l'entrée en apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée des régions de l'œil très rapidement après le développement embryonnaire. Alors, perdre ses yeux, ce n'est pas si facile, puisque je viens de vous montrer que ces poissons commençaient par développer des yeux, puis ensuite les faisaient régresser par des mécanismes de dégénérescence. Et ce pattern est vrai chez toutes les espèces de vertébrés chez lesquelles cela a été étudié. Je vous ai mis ici 3 exemples, 2 poissons et le protée, donc cet amphibien cavernicole. Et pour vous prouver que les yeux se développent bien chez les embryons de toutes ces espèces, je vous ai montré ici des photos des yeux embryonnaires de ces 3 espèces. Et ça veut dire que la formation des yeux chez tous ces vertébrés cavernicoles, c'est une étape absolument nécessaire pendant le développement de la tête. Et c'est bien, et on peut très bien comprendre cette nécessité par les mécanismes et les processus développementaux.
Ça veut aussi dire qu'il y a des formes et des anatomies que le développement embryonnaire ne peut pas produire, et c'est ce qu'on appelle une contrainte développementale à l'évolution morphologique. Et les vertébrés souterrains sont de magnifiques exemples de cette idée de la contrainte développementale à l'évolution morphologique. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que ces animaux perdent leurs yeux, mais par ailleurs, ils gagnent gros, comme j'ai mis sur le titre de cette diapo, dans le sens où, certes, ils perdent la modalité sensorielle visuelle, mais ils ont par ailleurs un certain nombre de compensations sensorielles à la perte de la vision dans le noir. C'est représenté ici sur les gamards et sur un poisson, avec chez ces crustacés ici une augmentation de 65% de la taille relative de la taille des antennes qui sont les récepteurs sensoriels olfactifs, ou ici illustré chez les poissons avec une augmentation du nombre des neuromastes qui sont des récepteurs mécanosensoriels qui sont sensibles à la pression de l'eau et aux vibrations dans l'eau chez les poissons et les amphibiens, et une augmentation aussi de la surface du récepteur olfactif ici, puisque la narine est beaucoup plus grosse chez le poisson souterrain que chez le poisson de rivière. Et donc, il existe des compensations sensorielles à la perte de la vision, aussi bien anatomiques, hein, ce que je vous montre ici, qu'au niveau comportemental et fonctionnel que je n'ai pas le temps de vous montrer. Les animaux qui vivent en eau souterraine sont aussi des modèles fabuleux pour étudier ce qu'on appelle la génétique évolutive, car certains d'entre eux qui possèdent des formes de surface et des formes souterraines peuvent être croisés, donc des croisements qui génèrent des hybrides de première et de deuxième génération, et grâce auxquels on va pouvoir mettre en place des méthodes de génétique quantitative pour essayer de comprendre quels sont les gènes qui contrôlent les caractères troglomorphiques, perte des yeux, perte de la pigmentation, en établissant des cartes génétiques et en étudiant la transmission de ces caractères. La vie en eau souterraine a également vécu récemment la révolution de la génomique, puisqu'il y a de plus en plus de génomes complets pour des espèces souterraines qui sont disponibles. Et je vous montre ici une étude qui a permis de comprendre quels sont les gènes qui sont perdus, qui peuvent être non fonctionnalisés. On appelle ça des pseudogènes, des gènes qui sont cassés en quelque sorte, après colonisation du milieu souterrain. Je vous demande de regarder seulement les deux espèces que j'ai entourées en rouge. Donc, le Lucifuga, qui est un poisson cavernicole cubain, et l'Astyanax mexicanus, celui dont je vous parle beaucoup depuis le début. Et ce qui a été fait ici, c'est d'essayer de regarder combien de gènes spécifiques de la vision, c'est-à-dire des gènes qui ne sont utilisés exclusivement pour le fonctionnement et le développement du système visuel et nulle part ailleurs dans l'organisme, combien de ces gènes de vision ont été cassés dans le génome de ces deux espèces. Et chez Lucifuga, il a été trouvé qu'il y avait 19 gènes sur environ 80 qui avaient été cassés, pseudogénisés, alors que chez Astyanax, il n'y en a qu'un. Et ça nous donne aussi des indices précieux sur le temps que ces animaux cavernicoles ont passé dans les eaux souterraines, puisque le plus longtemps a été passé dans les eaux souterraines, le plus de gènes ont eu le temps d'être cassés et pseudogénisés. Et donc, on peut modéliser ça. Et sur Lucifuga, il a été suggéré, donc suite à cette étude, qu'il y avait environ, les Lucifuga avaient colonisé les eaux souterraines il y a environ quelques millions d'années, alors que l'Astyanax mexicanus les a colonisées probablement il y a moins de 20 000 ans. C'est-à-dire qu'il est très rapide et très facile, potentiellement, en quelque sorte, de fabriquer un animal cavernicole. Et de fait, les eaux souterraines sont vraiment une sorte d'usine à générer des espèces. Et il y a eu des grandes polémiques dans les années passées sur la manière dont se passe la spéciation pour générer des espèces cavernicoles et troglomorphiques, sur les mécanismes de spéciation. Il y a les tenants de la colonisation multiple et des convergences évolutives répétées dans différentes niches et différentes espèces cavernicoles, versus les tenants de la colonisation unique et de la spéciation en milieu souterrain, comme ici sont représentés l'arbre en bleu qui donne des lignées souterraines après la colonisation du milieu souterrain.
Et là encore, l'étude des génomes peut nous donner des réponses. Et si la diapo apparaissait, cela vous montrerait que chez 3 espèces différentes de ces scarabées souterrains, il y a des délétions dans le génome, dans le gène dans la séquence d'une opsine qui sont exactement identiques chez les 3 espèces de parostères. Et donc, ceci signifie que c'est l'hypothèse numéro 2, colonisation unique et spéciation souterraine, qui est la bonne, puisque la probabilité d'obtenir exactement les mêmes délétions, exactement les mêmes codons stop au même endroit, chez 2 espèces de manière indépendante et convergente est quasiment de 0. Voilà ici la délétion identique chez les différents scarabée. Et donc, je voulais conclure et synthétiser la présentation en proposant qu'il y avait probablement diverses forces évolutives qui sont en action pour l'évolution dans les eaux souterraines. D'une part, de l'évolution neutre avec de la dérive génétique, ce qui veut dire que dans ce cas-là, avoir ou ne pas avoir Dieu dans le milieu souterrain confère les mêmes probabilités de survie. Et donc, la relaxation de la sélection sur les gènes de vision, rendus inutiles par les yeux qui sont inutiles, permet l'accumulation de mutations. C'est ce qu'on appelle l'évolution neutre par dérive génétique. Alors, il y a aussi l'évolution par sélection, évidemment, la participation du mécanisme de sélection, qui serait potentiellement, dans une première possibilité, de l'évolution directe, avec de la sélection contre les yeux. Et donc, ce qui voudrait dire que dans le milieu souterrain, ne pas avoir Dieu serait devenu avantageux, et donc il y aurait accumulation de mutations et perte des yeux par contre-sélection contre les yeux. Et ça, c'est soutenu par des expériences de physiologie qui montrent que le maintien des yeux dans le milieu souterrain est quelque chose de très coûteux énergétiquement. Troisième possibilité, c'était de l'évolution par sélection, mais sélection indirecte par pléiotropie, qui suggère dans ce cas-là que ce qui n'est pas ce qui est sélectionné, ce ne sont pas les yeux, mais c'est l'augmentation de systèmes sensoriels, par exemple, de compensation à la perte de la vision, comme l'olfaction, par exemple. Et donc là, en fait, ça suggérerait, dans ce cas-là, de la sélection indirecte, que les yeux seraient perdus en sorte de dégâts collatéraux à l'augmentation d'une autre modalité, comme l'augmentation du système olfactif, mais que ça serait fait par pléiotropie, puisque pendant le développement embryonnaire, ce sont les mêmes gènes qui sont réutilisés pour faire contrôler le développement des yeux et le développement du système olfactif. Et je pense que la toute dernière phrase de conclusion était une citation d'une phrase de François Jacob, prix Nobel de médecine français, qui avait proposé que l'évolution procédait par bricolage évolutif et par réutilisation des mêmes mécanismes moléculaires en bricolant. Et donc, ce que nous proposons dans notre chapitre de conclusion du livre, c'est justement que très probablement, dans le milieu souterrain, ce bricolage évolutif est à l'action de manière très importante. Et donc, on va donner maintenant la parole à Christian Gribler, chercheur à l'Université de Vienne, en Autriche, qui est le 3e éditeur de cet ouvrage. Donc, bienvenue à tous. J'ai la responsabilité et également le plaisir de vous présenter la 3e partie du livre. Donc, bien que ces écosystèmes soient sous nos pieds et quelque peu cachés, ils sont néanmoins exposés à des menaces que nous devons gérer, nous devons les protéger. Et pour les protéger, il nous faut bien sûr une législation appropriée. Et je vais vous en parler dans les prochaines minutes. Nous avons tous besoin des eaux souterraines d'une façon ou d'une autre, soit nous la buvons puisqu'elle est utilisée pour l'eau potable, ou nous l'utilisons pour l'irrigation, l'agriculture et les industries. Donc, il y a de nombreux usages des eaux souterraines et nous avons tendance à oublier que ce sont également des écosystèmes, comme l'ont bien présenté Florian et Sylvie.
les écosystèmes des eaux souterraines, comme ceux des eaux de surface, sont confrontés à des périodes très critiques et notamment à l'époque de l'Anthropocène. Ça veut dire que nous avons utilisé beaucoup des ressources de notre planète au-delà de sa capacité à renouveler les ressources. Donc, ça veut dire que nous avons un usage qui n'est pas durable. Et ceci est dû notamment à la surexploitation. Nous appauvrissons nos ressources, au changement climatique, qui a un effet dramatique également sur nos ressources en eau souterraine et sur la recharge, la réalimentation des nappes. Nous sommes également confrontés au réchauffement climatique, également dans la sphère souterraine. Cela ne concerne pas que la surface. Il y a également une problématique de pollution et puis la problématique de la salinisation. Les eaux souterraines deviennent de plus en plus salines puisque nous surexploitons nos ressources en eau douce. En ce qui concerne les polluants, et cela est probablement très intéressant parce que quand on regarde les médias, on entend très peu parler de la contamination des contaminants par les anciens produits et on entend beaucoup parler aujourd'hui des microplastiques. On entend parler des pesticides spécifiques, des produits pharmaceutiques, des antibiotiques, ou alors récemment, vous avez pu entendu parler des PFAS, donc les substances paires et polyfluoroalkylées qui sont utilisées de façon très fréquente dans l'industrie et que l'on retrouve dans les eaux souterraines. La qualité et la quantité des eaux souterraines est en danger et ces changements de quantité et de qualité affectent non seulement la ressource également, mais également l'espace de vie, l'écosystème et la biodiversité qui les habite. Dans le livre fournit beaucoup d'informations à cet égard. Il y a par exemple un chapitre dédié à la sensibilité et à la tolérance des organismes des eaux souterraines en lien avec de nombreux facteurs de stress et de nombreux facteurs de contamination. Donc, il y a les produits chimiques d'un côté, mais il y a également le réchauffement climatique de l'autre côté. Ici, on retrouve un exemple sur ce diagramme qui montre que les organismes de surface, comme l'amphipode qui est montré ici, a une tolérance bien supérieure au changement de température de l'eau et est adapté à une plus grande gamme de températures, alors que beaucoup des organismes des eaux souterraines sont très spécifiquement adaptés à leurs conditions environnementales. Et par exemple, en Europe centrale, cela signifie un niveau, une température de l'eau assez stable. Et donc, un changement de cette température, soit par l'introduction d'une eau plus chaude, ou à cause du réchauffement climatique, cela a un effet et met en danger cette espèce. Nous avons également observé dans le passé qu'il y a très peu de données, il faut aussi le dire, et que par certains égards, nos recherches produit beaucoup de données qui sont nécessaires dans l'immédiat, qui sont nécessaires en urgence, mais qu'il n'y a pas beaucoup de données finalement sur les différentes tolérances, puisque tous ces organismes des eaux souterraines sont très divers et on a très peu de données écotoxicologiques disponibles. Donc, nous devons protéger ces écosystèmes souterrains de la même façon que nous protégeons les écosystèmes aquatiques de surface. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous ne sommes pas très bons dans la protection des écosystèmes de surface, mais que nous ne protégeons quasiment pas les écosystèmes souterrains. Ici, je vous ai dressé une liste d'un certain nombre de directives et de conventions qui sont en place, qui ont été développées pour protéger soit des régions, des écosystèmes, la biodiversité ou des espèces individuelles. Et si vous regardez ces différentes conventions et que vous recherchez la protection spécifique des écosystèmes souterrains ou des espèces des eaux souterraines, alors on n'en trouve quasiment aucune. On ne trouve
pas grand-chose. C'est le principal message de cette diapo, à travers tous les détails, c'est qu'au sein de ces différentes conventions, de ces différents instruments, il n'y a que des cas très exceptionnels qui font référence à la biodiversité des eaux souterraines. En Europe, nous avons la directive sur la protection des eaux souterraines qui a été mise en place pour protéger et garantir une bonne qualité des eaux souterraines. Mais une fois encore, vous n'avez pas besoin de lire tous les détails, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que dans les 2 premières pages de l'introduction de cette directive sur les eaux souterraines, qui a été publiée en 2006-2007, il y a beaucoup d'informations sur la condition chimique, le statut chimique des eaux souterraines qui doit être bonne, sur le statut quantitatif, c'est-à-dire qu'il doit y avoir suffisamment d'eau souterraine, nous devons en prendre soin, mais il n'y a quasiment aucune information sur les organismes qui y vivent et sur les conditions, sur l'état des eaux souterraines en tant qu'écosystème. Il y a une toute petite section où il est indiqué que des recherches devraient être entreprises pour fournir de meilleurs critères et garantir la qualité des écosystèmes des eaux souterraines. Et que lorsque c'est nécessaire, les conclusions doivent être mises en œuvre. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle et que nous devons bien sûr encourager cette recherche. Tout ceci est indiqué pour dire qu'il faut bien sûr encourager et financer de telles recherches. Et donc l'Union européenne ainsi que les nations, les États individuels ont la responsabilité d'investir de l'argent dans ce domaine. Nous avons dans le public des personnes, des représentants, des acteurs qui représentent les autorités. Et je voulais simplement vous dire que les écologistes des eaux souterraines n'ont pas été paresseux ces 20 dernières années. Il y a eu beaucoup d'outils qui ont été développés. Et en voici quelques exemples ici. Donc, des méthodes d'échantillonnage qui ont été standardisées, notamment le développement de schémas de classification pour les écosystèmes des eaux souterraines. Il y a également une sélection de critères écologiques appropriés et de bio-indicateurs à utiliser pour évaluer la condition des eaux souterraines. Et puis, bien sûr, une délimitation des conditions de référence. Tout ce qui est nécessaire lorsqu'on cherche à réaliser une évaluation et à développer un modèle. Donc, le livre, avec ces 2-3 chapitres, donne des informations sur comment on peut mettre en place une classification des écosystèmes au souterrain à différents niveaux, du niveau local, régional, au niveau continental et comment procéder. Il donne également des exemples de systèmes de classification qui ont été développés dans le passé. Vous pouvez voir ici les habitats des eaux souterraines avec une classification qui a été développée en 2013 par des collègues en France. Et puis, il y a également des parties individuelles en Europe avec d'autres types de systèmes de classification qui font principalement référence à la structure des écosystèmes et de l'environnement souterrain. Donc, ces systèmes ont été développés et bien sûr, ils doivent être développés davantage. Et donc, il est nécessaire de parler des implications concrètes et économiques. Il y a déjà des outils en place qui peuvent être utilisés déjà aujourd'hui. Quand on évalue les écosystèmes des eaux souterraines, il est important de ne pas regarder que la structure de ces systèmes, à savoir est-ce qu'ils sont poreux, est-ce que ce sont des aquifères rocheux, poreux. Il faut également regarder la quantité, la composition chimique et il faut également inclure les paramètres qui sont écologiquement sains. Il y a quelques critères qui sont listés ici sur cette diapo et donc il est important d'étudier qui vit dans cet environnement, de savoir qu'il y a de nombreux organismes. Est-ce qu'ils ont une activité faible ou importante? Est-ce que c'est typique de ce type d'écosystème? Comment sont organisées ces communautés?
Est-ce que l'on retrouve des organismes dans ces communautés qui ne vivent pas ici? Toutes ces questions doivent être investiguées, étudiées. Et donc, il y a des schémas d'évaluation qui sont mis à disposition dans le livre. Voilà, on a un outil sous la main qui peut être utilisé ici avec les invertébrés. Vous voyez sur la gauche, on peut utiliser les invertébrés comme un bioindicateur. On peut également utiliser les microbes comme des indicateurs de la qualité des eaux souterraines. Et on peut également utiliser les investigations écotoxicologiques et puis, bien sûr, regarder la chimie des eaux souterraines et étudier des paramètres qui sont importants sur le plan écologique, comme le carbone organique dissous, la matière organique dissoute, c'est-à-dire l'énergie directe pour les microbes et les organismes de l'environnement. Sur la droite, vous voyez un schéma d'évaluation, comment il a été développé de différentes façons par le passé, mais c'est un exemple que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage. Comment peut-on commencer à évaluer ses propres eaux souterraines en étant très conscient avec des paramètres très simples à mesurer, en recherchant des références qui sont utilisées dans la littérature et qui permettent de tirer des conclusions, d'identifier des choses qui ne se passent pas correctement et de mettre en place une évaluation par la suite plus intensive et plus experte de la santé écologique de l'écosystème. Il y a beaucoup d'exemples qui ont été développés et évalués par le passé, comme l'index de la faune souterraine, des eaux souterraines, par exemple. Les derniers aspects à mentionner, peut-être, c'est que nous devons prendre soin de la biodiversité de nos eaux souterraines et de ces écosystèmes précieux à l'avenir, dans un avenir très proche. Nous devons le faire de façon plus intensive, notamment en matière de législation. Mais avant de faire cela, nous devons également identifier euh, des zones qui doivent véritablement être protégées de façon prioritaire. Et ce n'est pas si simple à faire parce que on peut suivre différentes stratégies de protection en lien avec les aspects de la qualité chimique des eaux souterraines ou de la qualité écologique ou de la santé écologique. L'ouvrage contient un chapitre dédié à un examen, un résumé de stratégies que l'on peut suivre. Vous pouvez également suivre la façon dont on souhaite protéger certaines espèces. Et vous pouvez voir ici qu'on peut, par exemple, regarder le nombre d'espèces individuelles qu'on retrouve dans différents sites, puis choisir une combinaison de sites pour protéger la plupart de ces espèces disponibles. Mais la stratégie peut être complètement différente. Vous pouvez partir d'espèces endémiques, par exemple. Et donc, c'est aux chercheurs de choisir et de continuer de développer ces stratégies de protection. Il y a des discussions en cours sur la bonne méthode à appliquer. euh, il y en a une que je soutiens particulièrement, c'est de ne pas seulement s'intéresser aux écosystèmes souterrains, mais de les étudier en combinaison avec les écosystèmes de surface et de mettre en place une protection combinée. Donc, vous retrouvez sur cette carte différents écosystèmes qui sont connectés jusqu'ici. Et ensuite, on peut produire des couches de surface, des couches souterraines. Et ensuite, on peut commencer à combiner ces couches, soit par exemple les systèmes fluviaux avec les zones humides, et puis avec les aquifères qui se trouvent en dessous. Et on peut commencer à identifier des zones prioritaires en matière de protection afin de choisir les meilleures manières de protéger et de mettre en place une protection rapide. Parce qu'on sait qu'il n'y a jamais assez d'argent, jamais assez de fonds pour protéger tous les territoires, toutes les zones. Voilà. L'ouvrage, comme je l'ai dit,
contient de nombreux chapitres qui sont également liés à différents aspects au niveau administratif. Donc, j'invite les acteurs de l'administration, des collectivités locales à se procurer cet ouvrage, à lire ces chapitres et à voir comment cela peut être appliqué au niveau local. Sur Merci ce, beaucoup. je vous remercie tous pour votre attention. Encore une fois, nous devons remercier tous les auteurs, les co-auteurs, l'éditeur et je voudrais finir avec une citation. Aucun ouvrage n'est jamais terminé. Alors que l'on travaille dessus, il y a encore des choses qui continuent de changer et à peine on a fini qu'il faut recommencer. Donc, je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Christian, pour votre présentation. Je vous invite à sortir du partage d'écran et pour démarrer les échanges, je vais donner, on peut mettre tous nos caméras si l'on souhaite, mais donner la parole à Pierre Marchais, qui est chargé de mission à l'Agence de l'eau Adour-Garonne et qui a poussé il y a quelque temps la mise en place d'indicateurs pour évaluer la qualité des eaux souterraines. Un premier échange par rapport à votre expérience sur les eaux souterraines, Pierre? Oui, oui, je voudrais d'abord préciser que les agences, vous m'entendez bien là, c'est bon? Oui. Les agences de l'eau n'ont pas la responsabilité de l'étude des écosystèmes aquatiques souterrains. Par contre, elles ont comme mission de les protéger. Et donc, pour protéger quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est assez difficile, alors même que pour les autres écosystèmes aquatiques, il y avait bien plus de connaissances. Donc, on a commencé à s'intéresser à essayer d'améliorer cette connaissance. Et dans les années 90, on voyait arriver dans les nappes, une partie de notre territoire, mais un peu partout sur la planète, des pollutions diffuses. Et on avait une nappe qui était particulièrement touchée par la pollution par les nitrates, avec des teneurs parmi les championnes de France, plusieurs centaines de milligrammes par litre de nitrates, ce qui est assez conséquent. Et on avait au pied des Pyrénées un laboratoire qui étudiait l'écologie souterraine, un laboratoire du CNRS, qui au départ s'était intéressé au karst, mais commençait, en tout cas pour les animaux souterrains terrestres, à aller dans d'autres milieux. Et donc, l'idée a été de s'intéresser à les faire sortir du karst pour aller regarder d'autres types d'aquifères, pas très loin du laboratoire. Il y avait cette nappe alluviale au pied des Pyrénées qui était très touchée par les nitrates. Et on a organisé un début d'étude avec une thèse d'abord portée par ce laboratoire et que l'Agence de l'eau a financée pour regarder si les aquatiques souterrains qui étaient dans cette nappe étaient, on va dire, touchés par cette forte pollution nitrate. Alors, cette thèse apportait un certain nombre d'éléments intéressants, mais par contre, on voyait qu'il n'y avait pas trop de sensibilité à la pollution par les nitrates. Alors, sur le même secteur, une fois qu'on a connu un peu mieux les espèces et les abondances de ces animaux, on a regardé s'ils étaient touchés par des micropolluants minéraux. Et là, c'était toujours pas terrible en termes d'indicateurs d'une relation entre la pollution et les espèces. Par contre, quelques années après, on a eu l'occasion, le Bergem s'est lancé dans une étude que nous avons accompagnée sur cette même nappe toujours. Et là, on a regardé l'impact des micropolluants organiques, les produits phytosanitaires, en association cette fois avec le laboratoire de Lyon, le LENA, dont on a parlé abondamment. Et là, par contre, on a commencé à avoir des résultats intéressants sur la relation entre la pollution par les produits phytosanitaires et les animaux souterrains. Donc, dans les mêmes temps, on a essayé de faire la promotion un petit peu de cette chose-là auprès de différents partenaires, mais bon, c'est pas très évident de faire comprendre l'existence d'espèces souterraines dans les aquifères. Même d'une partie des questions des participants la montre que ça reste encore assez méconnu. Par contre, nous, on trouvait d'autres intérêts aussi, et la relation nappe-rivière nous intéressait aussi, et on avait du mal à trouver des bons indicateurs, et il se trouve que par le même temps, ça ne se passait plus trop chez nous, mais il se passait des choses dans la zone hôtelière du bassin du Rhône que nous suivons avec attention sur les relations nappe-rivière, dans le karst et dans les milieux aquatiques. Et puis, du coup, nous avons réussi à ce que dans notre stage qui vient de sortir, là pour la première fois, nous faisons la promotion de la gestion active des aquifères, l'utilisation des capteurs
régulatrice des nappes pour réguler le cycle annuel de l'eau. Et eh bien, dans cette disposition de notre SDAGE, il est dit qu'il faut regarder l'impact de ces choses-là sur les filastigophones. Donc, je pense que c'est une avancée relativement nouvelle. Par contre, on a bien constaté qu'une partie de notre problème, hein, contrairement à l'IBGN sur les rivières, ça reste la détermination des espèces qui reste un problème de spécialistes et qui va sans doute encore nous handicaper pendant quelques temps. Donc, on essaye de passer le bébé, de passer le relais au niveau national, puisque c'est plus trop le rôle des agences de l'eau de faire de la recherche sur des thématiques qui dépassent leur territoire. Mais pour l'instant, on a un petit peu de mal à se faire entendre. On voit bien que la directive qui a été citée, elle dit qu'il faudrait faire, mais on ne voit pas très bien se lever beaucoup d'organismes, que ce soit en France ou ailleurs, pour le faire. Mais voilà, mais on y croit. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Pierre. Et en fait, en termes de spécialistes ou en termes de suivi de stigophones, je crois qu'il y a Xavier Chevillot, qui est directeur du CEPANSO, qui porte et réalise le programme stigophone en Nouvelle-Aquitaine. Par rapport à la présentation de cette grosse conférence là, sur les eaux souterraines, qu'est-ce que vous pouvez en dire et par rapport à ce que vous portez, vous? Alors, bonjour à tous, effectivement, je suis Xavier Chevillot, le directeur de la CEPANSO, qui est une association de protection de la nature. Juste avant de passer sur la présentation très très rapide de la CEPANSO, j'essaie de tenir les 4 minutes imparties. Je voulais remercier les 3 orateurs et puis Pierre Marché aussi. C'est toujours aussi passionnant, même en étant dedans au quotidien ou presque. Merci pour vos présentations d'une grande qualité et c'est très agréable de pouvoir interagir avec un milieu aussi foisonnant. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi finalement la CEPANSO elle s'intéresse à la stigophone et pourquoi ça résonne avec les présentations d'aujourd'hui? C'est que donc en tant qu'association de protection de la nature, la CEPANSO elle a 3 missions. En tout cas, elle s'est donné 3 missions. La première mission, c'est celle d'être une vigie finalement de la nature, une vigie sur les atteintes à l'environnement, sur les différents milieux et notamment sur l'eau de surface et les eaux souterraines. Et donc effectivement, on prend en main plusieurs types de signalement de pollution et autres au courant de nos activités. La deuxième mission de la CEPANSO, c'est de protéger les milieux, de les gérer et puis d'essayer de les conserver, de conserver la biodiversité. La CEPANSO, depuis 50 ans, elle s'est attachée à être à l'origine de la création de réserves naturelles et elle gère 3 réserves naturelles nationales depuis presque 50 ans maintenant. Donc, ça résonne quand on parle de protection des milieux et de protection des milieux souterrains parce qu'effectivement, on sait bien qu'on a encore énormément de progrès à faire. Et puis la CEPANSO, elle a une 3e mission, c'est qu'elle mène ou elle partage des projets ou elle coordonne des projets, des programmes de connaissances sur la biodiversité, dans le sens où mieux on connaît et mieux on protège. C'était vraiment le fil rouge finalement de ces 3 présentations. Et donc, elle a sa légitimité là-dedans. Et donc, en parlant d'un programme spécifique, celui qui nous amène aujourd'hui, en tout cas qui m'amène à cette présentation, c'est le programme Stigophone. La CEPANSO, elle coordonne ce programme depuis 2021. C'est un programme assez ambitieux qui a 2 objectifs, celui de la connaissance taxonomique, mieux connaître les communautés souterraines, et un programme justement de bioindication, de savoir quelle peut être la relation entre la biodiversité présente et la qualité des eaux souterraines. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous anime dans ce programme. C'est un programme très ambitieux finalement, et c'est sûrement aujourd'hui le plus ambitieux en termes de territoire couvert, c'est un programme qui couvre l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, qui est un territoire quand même assez vaste. C'est pas un quart de la France, mais pas loin. Et donc, c'est un programme très ambitieux qui couvrira près de 300 sites d'échantillonnage sur la Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs.
Du coup, j'en profite juste très rapidement pour remercier donc Pierre Marché et Florian Mallard, avec qui on collabore très étroitement dans ce programme, et puis surtout les financeurs, parce que finalement, aujourd'hui, il y en a qui sont là, alors pas exactement les financeurs, mais les mêmes maisons. Donc l'agence de l'eau Adour-Garonne, hein, qui finance fortement ce programme et qui nous soutient depuis le départ, qui a fait naître d'une certaine façon ce programme, l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, les fonds européens FEDER et Léa Nature, qui est un mécène privé. Donc voilà, OK. voilà très rapidement pour mon témoignage aujourd'hui. Effectivement, on parlait tout à l'heure d'expertise sur la biodiversité pour aller vers la bioindication. Il s'avère qu'aujourd'hui, dans notre équipe, on a une partie de ces compétences, mais effectivement, elle n'est pas suffisante et on fait appel à des compétences beaucoup plus larges à l'échelle de l'Europe et effectivement qui aujourd'hui limite quelque chose de plus vaste. J'arrête là. Merci beaucoup, Xavier. Je vous propose de prendre un quart d'heure pour des questions-réponses, questions courtes et réponses courtes. Dans le chat, il y a notamment des questions autour de la localisation de ces espèces. Ladja Luther, bonjour. Est-ce que ces espèces se retrouvent dans toutes les nappes souterraines, comme la nappe du Rhin supérieur, ou uniquement dans les nappes karstiques? Il y a une autre question qui relève de ça aussi. Trouve-t-on ces organismes dans tout type d'aquifères? Est-ce qu'une spéciation existe entre les nappes libres, captives et karstiques? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour répondre à cette question? Je vais essayer, Anne, de répondre. Florian. Oui, alors dans les nappes du Rhône, hein, donc la nappe du Rhin, pardon, la nappe de Lille, etc., on connaît effectivement de nombreuses espèces. En fait, il y a de la vie dans les eaux souterraines partout où il y a de la place pour vivre. Dès qu'il y a de l'eau et des pores, il y a de la vie. Pour vous donner un exemple, je crois que c'était en 2011, des nématodes ont été découverts à une profondeur de 3600 mètres dans des mines dans le sud dans des mines de l'Afrique du Sud. Maintenant, très concrètement, plus vous descendez profondément dans les nappes, plus la diversité va diminuer pour deux raisons. Hein. Ce n'est pas un problème de pression, c'est que moins vous aurez de matière organique, plus les temps de résidence vont s'allonger et plus vous avez la possibilité de tomber sur ce qu'on appelle des eaux anoxiques, c'est-à-dire des eaux sans oxygène. Donc, il est clair que la grande diversité des eaux souterraines, elle se situe plutôt dans les franges supérieures des aquifères, mais de tout type d'aquifères, qu'ils soient fissurés, karstiques ou alluviales. OK. Est-ce qu'il y a des espèces modèles et des espèces sentinelles bien définies dans les eaux souterraines? Nous demande Damien Bodifier. Des espèces modèles, oui. C'est-à-dire, nous, ce qu'on appelle des espèces modèles, c'est des espèces qu'on utilise de manière répétée pour comprendre un certain nombre de choses. Sylvie en avait présenté certains, le poisson Astyanax, l'Azellus aquaticus. Des espèces sentinelles, c'est plus difficile. Pourquoi c'est plus difficile? Parce qu'à chaque fois que vous passez d'un aquifère à un autre, le cortège d'espèces change. Donc, c'est difficile d'avoir une espèce sentinelle pour la totalité de l'Europe ou la totalité de la France. Quand on utilise des espèces sentinelles, ça peut paraître bizarre, mais en fait, on va utiliser des espèces de surpasse qu'on va pouvoir, par exemple, introduire dans des puits et mesurer quelles sont la réponse de ces organismes. Voilà. OK. Et dans l'ouvrage, est-ce qu'il y a des illustrations d'espèces souterraines dans des aquifères volcaniques par le monde? Est-ce qu'il y a une vision mondiale du climat tempéré ou tropical? Nous demande Nathalie Dorflinger. Il n'y a pas de focus spécifique sur la faune volcanique. C'est vrai qu'il y a dans les tubes de lave ou des choses comme ça, il y a des espèces souterraines qui se développent en tout genre, des arthropodes, des millipèdes, des araignées, etc. Mais il n'y a pas de focus, il n'y a pas de chapitre dédié à cette faune-là particulièrement dans le livre. Désolée, c'est pourtant très intéressant. Comme il est en continuelle écriture, nous disait Christian, je crois. Donc, c'est bon, vous avez le chapitre suivant. Quelle est l'importance de la porosité des sols souterrains? Quelle différence, analogie avec la façon dont l'eau circule dans les zones humides en surface? Ça, c'est une vaste question. Alors,
je peux m'essayer, mais la première influence de la porosité sur les organismes, et ça va limiter en fait Alors, il y a deux choses. Il y a la taille des pores. La taille des pores va dicter en fait la taille des organismes qui peuvent vivre dans ces milieux. Donc, autant vous pouvez avoir des poissons dans des zones karstiques, autant ça va être difficile dans des zones alluviales. Ensuite, sans cette porosité, ce qui est a priori important pour les organismes, c'est la porosité qui est connectée. Pourquoi? C'est-à-dire les pores qui sont connectés, qui laissent circuler l'eau, mais quand l'eau circule, les organismes aussi peuvent circuler. D'accord? Donc, la deuxième notion qui est importante, c'est cette notion de porosité efficace. Et puis, enfin, la troisième partie qui est importante, c'est plus une notion de perméabilité, c'est-à-dire comment l'eau circule au sein de ces pores et comment ces milieux sont connectés aux milieux de surface. Quand ils sont bien connectés à des eaux de surface, eh bien, ils reçoivent une quantité de matière organique qui est plus importante. Et donc, les écosystèmes souterrains, ils sont plus ou moins résilients que les écosystèmes aquatiques de surface, finalement? Peut-être je vais laisser cette réponse à Christian. Maybe Christian, you would like to take this question? Yeah, sure. The idea is that every ecosystem, like we human Bien beings, sûr, l'idée, c'est que chaque écosystème, comme nous, les êtres humains, quand on est fort, quand on a beaucoup d'énergie, on peut résister aux perturbations et aux menaces. Et les écosystèmes des eaux souterraines sont très souvent appauvris en énergie parce que l'énergie reste à la surface et plus avec la profondeur, l'énergie s'appauvrit de plus en plus. Donc, il y a certains sites avec moins d'organismes, des organismes plus petits. Et donc, les perturbations, la contamination de ce système peut durer parfois très longtemps et le système lui-même peut ne pas y résister aussi bien qu'en surface. Donc, ils sont moins résilients, ils sont même moins résistants aux perturbations et les perturbations durent beaucoup plus longtemps dans le domaine souterrain. OK, merci. Il y a des tests écotoxicologiques qui existent-ils afin de déterminer des NQE par ces organismes des eaux souterraines? Il y a des tests en cours? Yes, here again, I'd like Christian, can you take this one as well? The one about the occurrence of ecotoxicological test. yes, I got the question. Yeah, as I tried to introduce, we lack Oui, very comme often. j'essaie de le présenter, nous manquons beaucoup d'informations spécifiques aux eaux souterraines. Cela signifie que les tests écotoxicologiques ont été conduits en utilisant des organismes qui vivent dans les eaux souterraines. Très souvent, il y a des scénarios de contamination qui sont souvent effectués en laboratoire en utilisant des eaux de surface. Donc, les informations dont nous disposons ne sont pas très précises, je dirais, parce que les organismes des eaux souterraines vivent dans des environnements différents, vivent parfois beaucoup plus vieux que leurs homologues des eaux de surface et ils tendent à accumuler les produits chimiques dans leur corps. Ils ont aussi une activité physiologique plus faible, un métabolisme plus faible que leurs homologues du milieu de surface. Et donc, il y a beaucoup à faire sur ces tests pour voir comment ces organismes vivent les perturbations. Donc, il y a véritablement besoin de davantage de données. Il y a quelques données qui existent et qui sont résumées dans le livre, mais à l'avenir, nous allons devoir développer des tests écotoxicologiques spécifiques aux eaux souterraines et des procédures spécifiques pour pouvoir mettre au point des données plus précises. Une façon de s'intéresser à la biodiversité de ces espèces dans les eaux souterraines, c'est de voir quels services ces organismes rendent. Ils permettent notamment de dépolluer les eaux souterraines. Pour quels polluants sont-ils efficaces? Christian, go ahead. Maybe I also take over this question. Yeah. Peut-être que je vais répondre également à cette question. Les microbes sont des organismes qui sont de véritables génies qui peuvent traiter quasiment tout type de contaminants. Cependant, les êtres humains
ont commencé à développer des composés chimiques qui ne sont pas biologiquement dégradables, qui ne peuvent pas être dégradés biologiquement, qui ne peuvent plus l'être dans un laps de temps raisonnable. Et donc, même les microbes des eaux souterraines n'aident pas ici. Dans le passé récent, on peut dire qu'ils ont pu aider dans les cas de contamination par les solvants organiques, par les hydrocarbures, etc. Mais avec les nouveaux composés chimiques comme les microplastiques ou les PFAS dont j'ai parlé, donc ces per- et polyfluoroalkylés, ou même certains types de pesticides qui sont conçus pour ne pas se dégrader rapidement. Et il y a de très faibles concentrations de ces contaminations, mais même les organismes des eaux souterraines ne sont que de très peu d'aide pour agir comme purificateurs, malheureusement. Et ces mêmes organismes en surface ne peuvent pas aider non plus avec ce type de produits chimiques. Okay, merci beaucoup. Une question là encore dans le chat. Est-il envisagé de modifier les sites souterrains pour des raisons de préservation? Les sites, ça veut dire les sites d'exploitation de... Je pense que c'est ça, à mon avis. Je ne comprends pas complètement la question. Alors, à ma connaissance aujourd'hui, je ne connais pas, alors on va rester sur les sites de pompage, je ne connais pas, en tout cas en France, un seul exemple de site de pompage qui aurait été modifié en raison de la présence de faune souterraine. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand une faune est présente dans une nappe, elle est en général présente plus largement dans cette nappe et pas uniquement à proximité du site de pompage. Donc, on ne va pas déplacer un site de pompage parce qu'il y a une espèce dans une nappe. Par contre, ça serait imaginable d'envisager que les modalités du pompage puissent être accompagnées pour effectivement essayer d'atténuer ces effets sur les services qu'on veut rendre l'écosystème et qui sont médiés d'une manière, de toute façon, par les organismes. OK. Isabelle, tu avais vu d'autres questions? Non, je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées par l'audience. OK. Donc, je pense qu'on va s'en arrêter là. Je vous remercie tous pour vos présentations respectives. On a du coup quelques grands messages qui sortent de cette conférence qu'il faut prendre en compte. La biodiversité, elle existe dans les eaux souterraines. Pas facile il faut souvent des spécialistes pour déterminer toutes ces espèces. On a besoin de gens qui soient formés pour ça. Il n'empêche qu'il faut préserver cette biodiversité dans les eaux souterraines puisque cette biodiversité rend des services à la société et nous rend des services. Voilà. Je vous remercie donc Florian, Christian, Sylvie et puis nos deux personnes qui ont fait un témoignage, donc Xavier et Pierre, pour vos interventions respectives.